C'est nouveau, ça m'intéresse. Léa Moscona. Et ce matin, dans C'est nouveau, ça m'intéresse, nous allons parler des Juifs dans la bande dessinée. Les Cahiers Bernard Lazare vous proposent dans le numéro du mois de février un dossier. Et j'ai le grand plaisir de recevoir Philippe Landau, qui est l'un des rédacteurs de ce dossier. Il est également historien. Bonjour Philippe Landau. Bonjour. Alors vous êtes spécialiste de l'histoire des Juifs de France, mais là, vous vous êtes attelé à travailler sur la bande dessinée que vous aimez particulièrement, des Juifs dans la bande dessinée. Alors dans ce dossier, on va trouver une interview d'Olivier Rançon, le dessinateur du journal Le Parisien. Mais on va également trouver des articles un peu plus développés, notamment celui de Didier Passamoni, qui est journaliste lui-même et commissaire d'exposition spécialiste de la bande dessinée. Il s'interroge sur la complexité de l'identité juive dans la BD. Et puis vous, Philippe Landau, vous êtes l'auteur de deux de ces articles, notamment un article destiné à Astérix, enfin à son papa, Goscinny. Et puis également, vous avez parlé d'Hergé. On parlera particulièrement de l'antisémitisme également chez Hergé, dans la bande dessinée d'Hergé. Alors peut-être on devrait s'intéresser à cette histoire et à l'apparition de l'image du juif dans la BD. Il y a en gros deux pôles. Il y a le pôle du vieux continent et puis il y a le pôle des États-Unis, enfin de outre-Atlantique. À quel moment l'image du juif apparaît? Est-ce qu'elle apparaît d'abord dans les comics ou dans la bande dessinée outre-Atlantique, ou plutôt d'abord dans le vieux continent? Alors, concernant votre réponse, je dirais que d'une certaine façon, elle apparaît en Europe. Plutôt. Principalement dans l'élément franco-belge, puisque la bande dessinée est quand même d'origine franco-belge, et notamment en France, puisque les dessins antisémites parus dans la presse pendant l'affaire Dreyfus vont être ensuite récurrents dans la bande dessinée des années 30, 40, voire 50. Oui, donc déjà à la fin du 19e siècle, on peut considérer qu'il y a des images de juifs. Alors, des images de juifs, oui, mais dans la caricature ou dans l'antisémitisme pur, alors que dans la bande dessinée, en sachant que la bande dessinée est quand même destinée à des enfants, oui. Notamment des petits-enfants, c'est-à-dire jusqu'à 11-12 ans, oui. On met des images classiques de l'antisémitisme traditionnel qui pouvait y avoir en France, c'est-à-dire très souvent un tailleur juif ou un banquier juif. Oui, c'est ça. Hein. Les préjugés, mais qui... Voilà, qui perdurent après l'affaire Dreyfus. Alors, outre-Atlantique, il n'y a pas ce genre de choses. Pourtant, on dit que les premières bandes dessinées, enfin ce qu'on appelle les comics outre-Atlantique, ce sont souvent des auteurs juifs. Alors, il y a eu beaucoup d'auteurs juifs, en effet, si on pense à ceux de Batman, etc. Oui, Superman. Mais d'un autre côté, on oublie ou on néglige quand même qu'il y avait aussi une bande dessinée dans laquelle, enfin des comics, oui. dans lesquels les juifs n'étaient pas toujours bien représentés. Notamment une attaque sévère du capitalisme américain, qui apparaît aussi dans les années 30. Et là, les ramifications sont nombreuses. C'est-à-dire, faut penser qu'il y a les comics, c'est pas uniquement New York, mais il y en a aussi à San Francisco, oui. comme à la Nouvelle-Orléans. Oui. Et là, il y a toujours les mêmes ressorts. C'est-à-dire l'argent, le capitalisme, les juifs qui dirigent par l'argent. C'est un petit peu ça. Exactement. C'est-à-dire, il y a une haine du capitalisme juif, entre guillemets. Mais aux États-Unis, il peut y avoir d'autres connotations. C'est-à-dire une connotation raciale qui peut s'en prendre aussi aux Noirs. Oui, donc il y a un certain racisme dans cette bande dessinée. Cette bande dessinée, à ce moment-là, hein, quand on est fin 19e, début du 20e siècle, est-ce qu'on l'appelle le 9e art? Je veux savoir à quel moment on lui accorde ce titre de noblesse. Alors,
Non, évidemment, sachant que la véritable bande dessinée, telle que nous la concevons, c'est-à-dire avec des cases et des bulles, apparaît à la fin du 19e siècle, on va dire, avec Little Nemo, mais ça c'est aux États-Unis, début du 20e, et puis ensuite, surtout, commence à connaître une importance dans l'esprit des jeunes enfants dans les années 30, puisque ça va être l'époque des périodiques pour enfants. Oui, mais est-ce qu'à ce moment-là, on appelle ça le 9e art? Non, le Parce que 9e j'ai art, l'impression que c'est un art mineur quand même à l'époque. Alors, c'est considéré comme un art mineur, mais il est vrai que ça devient le 9e art lorsqu'il est reconnu en tant que tel, parce qu'il est devenu un phénomène de masse. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire si c'est pas un phénomène de masse, ce n'est jamais reconnu d'une certaine façon. Et en plus, donc ce phénomène du 9e art apparaît à partir de 1976-1978 avec des fanzines, c'est-à-dire des revues consacrées à la bande dessinée, mais à tirage limité, officieuse ou officielle. Et on a à ce moment-là des grands auteurs qui vont se dessiner à l'horizon, enfin c'est-à-dire les années 1970. Bien sûr, il y a toujours le phénomène Tintin, Lucky Luke, Astérix. Mais il y a aussi le phénomène Blueberry, les aventures de Blueberry, le Marshall. Il y a Tanguy et la Verdure. Enfin, il y a Möbius. Il y a des très très grands auteurs qui vont marquer tout l'esprit de la bande dessinée, donc du 9e art, sans oublier, parce qu'il faut quand même lui rendre hommage, Marcel Gottlieb, qui révolutionne l'humour dans la bande dessinée. Ouais, donc on est après-guerre. C'est vraiment après-guerre que l'on va parler de 9e art. Parce que si nous regardons les aventures de Tintin et Milou, c'est toujours la lutte du bon contre le méchant. Si nous continuons un peu plus tard avec Spirou, Jouan et Pierre-Louis, enfin toute l'autre bande dessinée, c'est quasiment pareil. Mais à la fin, enfin vers le milieu des années 1950, il y a un autre style qui apparaît, en tout cas dans la bande dessinée franco-belge, qui est le style réaliste, comme on dit, avec des séries qui vont marquer plusieurs générations, notamment les aventures de Black et Mortimer, qui à mon avis frôle l'excellence, et les aventures du Romain Alix, par exemple. Et puis ensuite, il y aura de nouveaux départs. Alors revenons sur l'image du juif à travers la bande dessinée, que ce soit avant la Seconde Guerre mondiale ou après, au moment où on l'appelle le 9e art. Cette image, elle a évolué. Si je comprends bien, jusque la Seconde Guerre mondiale, on peut dire en gros, globalement, que l'image est plutôt négative, que le juif est considéré comme l'usurier, etc. Donc ce sont des images plutôt antisémites. Mais après la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il va y avoir un tournant? Si vous voulez, est-ce qu'il y a un point d'inflexion qui est marqué par cette Seconde Guerre mondiale? J'imagine qu'on n'ose pas, malgré tout. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, oui, vraiment, avant 1940, le juif porte les stéréotypes que lui attribuent les antisémites, c'est-à-dire le nez crochu, le teint jaune, se frottant les mains, comme c'est le cas par exemple dans Tintin et l'étoile mystérieuse, etc., etc. Mais après la Seconde Guerre mondiale, on retrouve ce même portrait du juif. Je pense par exemple à la première aventure de Spirou et Fantasio, où il y a ce style de personnage. Et puis après, les personnages, même si on ne les désigne pas avec, par exemple, l'habit traditionnel du tailleur juif, qui porte toujours une kippa, d'ailleurs, je fais remarquer à cette époque-là, alors que le banquier, lui, a toujours un cigare. Mais le nez d'un côté comme de l'autre reste le même. Eh bien, on retrouve ça jusqu'au milieu des années 50. Ensuite, on est vraisemblablement dans un autre type de culture, mais ça, je pense aussi qu'il faudrait le lier à la découverte par la culture de masse de la Shoah. Je m'entends, c'est-à-dire pour moi, il y a eu deux phénomènes de culture de masse de la Shoah. Le premier, c'est quand même la traduction à partir de 52-53 jusqu'en 56, donc ça arrive en France en 1955, du journal d'Anne Frank. Et là, les lecteurs, et notamment les jeunes lecteurs,
les adolescents, allons-nous dire, regardent autrement, ont une autre vision et une meilleure compréhension de la Shoah. Et puis ensuite, il y a le phénomène que j'appelle Klarsfeld en France, à partir des années 76-78, où là, il y a de nouveau une nouvelle prise de conscience, et cette prise de conscience, cette fois-ci, devient mémorielle pour la nation. Et là, les auteurs évitent d'utiliser cette image de juif. Alors, il y a aussi un autre élément, il y a le fait que les auteurs juifs eux-mêmes vont peut-être commencer à parler d'identité juive dans la BD. À partir de quel moment on va avoir des auteurs, je veux dire en France ou ailleurs, si vous avez des informations, mais plus particulièrement en France, des auteurs juifs eux-mêmes qui vont traiter de l'identité juive, et puis comment cette identité juive va évoluer dans le temps? Alors, concernant l'identité juive, c'est assez difficile. C'est-à-dire, si nous partons du plus grand scénariste de tous les temps, finalement, qui est Goscinny, donc le père, évidemment, d'Astérix, mais qui a contribué à des tas d'aventures de Lucky Luke et de Papa l'Indien, etc., etc. Le petit Nicolas. Et le petit Nicolas. Il est très discret sur sa judéité. C'est-à-dire, faut faire attention. Nous avons aussi, chez les auteurs juifs, qui ne sont pas si nombreux que ça, quand même, dans le 9e art, une grande discrétion. Oui. Il y a rien de juif dans Astérix. Ça faudrait vraiment c'est-à-dire les cheveux en quatre on peut pinailler. Naturellement, on peut toujours faire des liens entre les Martiens et les Juifs et les éléphants, d'accord. Mais ce serait toujours tiré à quatre épingles. Le petit village gaulois, c'est pas le Shtetl. Non, rassurez-moi. En tout cas, quoique la barbe de Panoramix pourrait laisser à désirer, dans ce cas-là. Il a pas dit Rav Panoramix. Voilà, mais c'est pas grave, d'accord. Même s'il y a toujours un côté druidique. Donc il y a des auteurs juifs qui ne traitent pas du tout de leur identité juive. Alors justement, je voulais en venir là-dessus, c'est-à-dire que Goscinny est muet là-dessus, et ensuite il y a quand même le merveilleux, je dirais, l'hilarant Marcel Gottlieb en tant que dessinateur et auteur, qui lui non plus n'évoque pas sa judéité ou ses origines. Mais il est intéressant quand même, c'est-à-dire autant le nom de Goscinny, on n'est pas censé savoir qu'il est juif, alors que Gottlieb, un antisémite averti, sait parfaitement que Gottlieb est porté par pas mal de juifs. Or, il faut voir quand même, c'est que ces auteurs-là ont vécu la Shoah, ou du moins les traumatismes de la Shoah. Alors que les autres auteurs, je pense à un auteur très prolifique comme Johann Sfar aujourd'hui, l'évoque allègrement, mais il est un peu presque détaché. dire sans complexe, mais aussi avec détachement et dans l'air du temps. Et ce qui fait que, est-ce que ça pose le problème d'une réflexion sur la judéité, etc. Je ne sais pas. On continue d'en parler dans un instant. Et on se retrouve dans la seconde partie de notre émission. Ce matin, nous parlons des Juifs dans la BD, particulièrement autour de ce magazine Les Cahiers Bernard Lazare du mois de février vous propose un dossier dans lequel vous allez avoir quelques articles qui vont traiter de ce thème-là. Et j'ai le grand plaisir de recevoir Philippe Landau, qui est historien, spécialiste de l'histoire des Juifs de France et qui s'est particulièrement intéressé à la bande dessinée, aux Juifs dans la bande dessinée pour ce dossier. Alors, Philippe Landau, nous parlions justement de cette identité juive dans la BD après la Seconde Guerre mondiale, quelques années, quelques décennies après. Il est vrai qu'il y a les auteurs juifs qui ont vécu directement la Shoah, qui n'en parlent peut-être pas directement de cet antisémitisme, étant trop proche, sans doute. Et puis, il y a la génération d'après. Et la génération d'après est un petit peu plus libérée. Elle va parler non seulement peut-être de la Shoah, mais également de l'identité juive. Et là, il y a une certaine complexité qui est présentée. Notamment, vous parliez juste avant la pause de Johann Sfar. Il exprime cette complexité dans ses bandes dessinées. Oui, je suis d'accord avec vous. Il l'exprime
exprime, et c'est important parce qu'il aborde ce coup-ci un public très large, on va dire, qui peut aller des 15 ans jusqu'aux 70 ans. Il démocratise quelque part. Voilà, la bande dessinée, de toute façon, c'est démocratisé, c'est-à-dire que si on devait faire une analyse du lectorat de la bande dessinée aujourd'hui, on verrait que ce sont les 35-60 ans et que c'est un public cultivé. Donc c'est fini le temps où les parents faisaient des reproches à leurs enfants en disant les petits Mickey c'est bon, il y a plein de fautes d'orthographe dedans. C'est vrai. Je précise quand même qu'il y a parfois quelques fautes encore d'orthographe, mais d'une certaine façon, on arrive à une qualité, je dirais presque, j'oserais presque de dire, pour certains ouvrages, on arrive à une qualité fondamentale, littéraire, en effet. Donc, la bande dessinée n'usurpe pas son titre lorsqu'on parle de 9e art. Parce que, par exemple, là, je sais que nous avions évoqué légèrement c'est en 4 ouvrages pour l'instant et tout le monde attend la 5e partie. C'est de David van der Meulen qui a travaillé un grand roman graphique sur Fritz Haber. Fritz Haber, je précise pour les auditeurs, qui est un Israélite allemand qui va inventer les gaz chimiques en 1914-1915, qui se convertira, mais qui pose l'identité juive, et donc Van der Meulen va romancer. Véritablement, non, il ne romance pas. C'est ça qui est incroyable. C'est que ça repose sur des mémoires, sur un contexte. Il aborde le sionisme de l'époque, l'antisémitisme, la montée des périls, la guerre de 14-18, etc. Et nous avons véritablement un roman. En plus, c'est fait avec soin, avec goût, avec des citations de Nietzsche, enfin de Kant, etc. Nous sommes dans une grande œuvre et j'espère qu'il continuera. Historique. Donc, historique. Et franchement, c'est vrai que si on attend de l'aventure, on ne l'aura pas. Parce que on est quand même dans un monde sérieux, au milieu où il y a Fritz Haber qui côtoie Einstein, Chaim Weizmann, enfin, etc., etc. Mais d'un autre côté, on a ici quelque chose de magnifique. Et donc voilà, c'est-à-dire que la bande dessinée, elle a évolué et elle évoluera certainement encore. Et pour les auditeurs, notamment en ce qui concerne le sujet juif, je dirais oui. Fritz Haber, donc, est à découvrir, au moins le tome 1, après on peut abandonner. Mais il y a aussi les œuvres de certains auteurs de Eisner, par exemple, qui lui est dans les comics américains. Et là, c'est fantastique. Alors justement, comment expliquez-vous cette telle différence qu'il peut y avoir entre les auteurs juifs de la bande dessinée européenne, du vieux continent, et puis les auteurs juifs d'outre-Atlantique qui, eux, ont créé des personnages de super-héros comme pour essayer de vivre à travers eux, finalement, une gloire qu'ils n'ont pas. Et alors qu'en France, on a des auteurs juifs qui sont davantage dans des histoires plus terre-à-terre, j'allais dire, plus réalistes. Alors, le problème est le suivant. Si vous voulez, je pourrais vous citer une phrase de l'un de mes amis qui s'appelle Julien Dragoul et qui disait toujours la chose suivante. Quand on est trop petit, on pense trop petit. Donc, c'est peut-être ce qui se passe, évidemment, pour les Juifs. C'est-à-dire, les Juifs américains sont porteurs d'espoir, ont véritablement... se donne l'illusion, à mon avis aussi, oui, c'est ça. D'être invincible, etc. Parce que la période Superman, Batman, etc., la grande période, c'est quand même un peu avant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est quand même la montée des périls. Oui. Et ensuite, c'est la guerre froide. Donc, on a véritablement Captain Victoria et compagnie qui partent toujours lutter contre les méchants. Alors, et il y a les Juifs là-dedans. Mais ça, c'est l'esprit américain encore aujourd'hui. Qui existe aujourd'hui. Bien qu'il commence à diminuer un peu. Est-ce que ce sont les Juifs qui sont l'auteur de cette mentalité-là? Non, c'est que je crois que c'est vécu comme ça par beaucoup. Oui. Et les Juifs, naturellement, eux aussi, s'inscrivent dans ce programme. Oui. Mais par contre, en effet, ce que décrivent les auteurs, en tout cas les histoires sur les Juifs en Europe,
c'est aussi la réalité des Juifs. C'est ce qu'ils ont vécu aussi sur leur terre. Voilà, c'est-à-dire que c'est une Europe qui agonise d'une certaine façon, qui va petit à petit décliner. Et les Juifs sont au milieu aussi. Qui est meurtri. Voilà, et qui par la suite est meurtri. Donc voilà pourquoi tout pèse. Tout pèse, et c'est vrai, on n'a pas du tout une bande dessinée libératrice en France ou en Belgique, comme on l'aurait aux États-Unis. Ceci dit, je la trouve plus réaliste et conforme à la réalité juive. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle est plus dans la nuance? Est-ce que pour vous, la bande dessinée européenne et française en particulier est plus fine, elle est plus dans l'analyse, elle est plus intéressante finalement? Alors, en un mot. Pas plus intéressante. C'est-à-dire, voilà, elle est, on va dire, elle joue davantage sur l'aspect psychologique des individus, le contexte historique aussi. Donc ça, c'est très intéressant. Mais par exemple, si on devait parler de Eisner, de Will Eisner, par exemple, là, je vois, il a été mis en image son ouvrage Impact avec Dieu, oui. Mais il a fait aussi 3-4 tomes sur une famille juive new-yorkaise, etc. Eh bien là, en effet, on s'inscrit véritablement dans l'ambiance judéo-new-yorkaise. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui n'est pas anglo-saxon, on appréhende mieux cette évolution des générations juives, souvent originaires de Russie d'ailleurs, qui vont petit à petit s'intégrer à la nation américaine. Et là, Will Eisner, c'est vraiment très important. C'est-à-dire, voilà, la bande dessinée américaine s'interroge sur l'intégration des Juifs américains. Alors que la bande dessinée franco-belge analyse un état de fait qui s'appelle l'histoire et les Juifs au milieu. Alors, à ce titre, d'ailleurs, je voulais aussi, et j'espère que les jeunes auteurs et les auditeurs iront acheter quand même ces ouvrages, c'est-à-dire il y a une bande dessinée à l'heure actuelle qui apporte un aspect pédagogique à la fois sur la Shoah, sur la montée des périls en Belgique. C'est L'espoir malgré nous avec les aventures de Spirou. Donc il y a 2 tomes qui sont sortis. Et là, je suis étonné, enfin je suis surpris, en même temps admiratif. C'est qu'une bande dessinée avec des dessins simples, enfin les dessins classiques que l'on connaît de la bande dessinée, réussit à faire passer autant de messages subtils, ne fût-ce que sur l'anticommunisme, le racisme, la lâcheté des citoyens, etc. Alors ça, c'est ce que vous conseillez aujourd'hui. D'Émile Bravo, ça s'appelle L'espoir malgré tout. Et puisqu'on est en Belgique, on va y rester et puis revenir sur l'article dont vous êtes l'auteur, dans les cahiers Bernard Lazare, sur Hergé et l'antisémitisme. Alors, est-ce que est-ce que c'est un auteur qui a évolué? Est-ce que Hergé, à travers ces quelques décennies, c'est un homme qui a changé depuis ses premiers dessins avant-guerre, où là, clairement, vous le disiez dans l'Étoile mystérieuse, avec l'image du juif, vraiment cette image antisémite, et puis plus tard, après-guerre. Est-ce que vous considérez qu'Hergé a changé, ou est-ce qu'il a édulcoré un petit peu son dessin pour passer mieux finalement, et pour vendre davantage? Concernant Hergé, si vous voulez, son antisémitisme est déjà le résultat d'une éducation d'un contexte catholique, d'un contexte historique. Oui. Une éducation catholique, puis un contexte. Alors, il est vrai que dans l'Étoile mystérieuse, on arrive véritablement à un antisémitisme classique. Blumenstein, que qui est personne un ne grand lui reproche. patron, Oui, Blumenstein, voilà, qui dirige une société, veut à tout prix prendre l'Étoile mystérieuse parce qu'il pourra en tirer profit, et le gentil Tintin, naturellement, va lutter contre cela. Donc, on va dire, c'est la société opaque, cosmopolite, étrangère et américaine. Donc, avec l'anti-américanisme, il y a aussi l'antisémitisme, voyez-vous. Alors, après, il change. Il est vrai qu'il a connu quelques avatars après l'occupation allemande en Belgique. Oui. Et ensuite, l'antisémitisme disparaît. Ok, dans la bande dessinée, je dis bien. Dans la bande dessinée. Mais il est intéressant de voir quand même que Hergé a de braves camarades, et qu'il les soutiendra toujours, de l'extrême droite belge, qui iront ensuite en France et qui retrouveront les réseaux
anciennement collaborationniste qu'il y avait sous le maréchal Pétain. Donc voilà, c'est-à-dire que... En tout cas, dans sa bande dessinée, la bande dessinée, il n'y a plus rien. Traces. Sauf que Rastapopoulos, oui. j'ai dû l'écrire. Il a un cigare, hein, Rastapopoulos. Voilà. Il est un peu étrange, ce gars-là. C'est un étranger. Voilà, il est étranger. Donc il n'est pas très clair non plus. Du coup, il est métèque, disons-le carrément. Il intègre finalement tous les stéréotypes, peut-être un nez juif, une moustache méditerranéenne, un culot venu d'ailleurs, etc., etc. Mais c'est le méchant dans tous ses états. Et il est peut-être inattaquable sur ce point-là. Hergé, je veux dire, est inattaquable sur ce point-là, puisque Rastapopoulos, on ne sait pas trop d'où il vient. On ne sait pas trop d'où il vient, mais si on prend l'histoire des cigares du pharaon, on sait que c'est un producteur américain quand même. Ouais. Donc on sait aussi que dans les années 20 et 30, le cinéma américain et notamment Hollywood était critiqué par les antisémites parce qu'on estimait que le cinéma a été judéo-américain et d'une certaine façon, il voulait anéantir la race blanche des États-Unis. Merci Philippe Landau pour votre analyse. Je rappelle que vous pouvez toujours trouver au cahier Bernard Lazare, au cercle Bernard Lazare, les numéros des cahiers du mois de février sur les Juifs dans la BD, dont vous êtes l'un des rédacteurs. À très bientôt sur notre antenne. Bonne journée. C'est nouveau, ça m'intéresse. Léa Moscona.